Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, un sommet extraordinaire le 8 novembre pour tenter de trouver une solution à la crise politique en Guinée-Bissau. La CEDEAO a réaffirmé sa position, un soutien entier au gouvernement d'Aristide Gomez. Le mouvement patriotique du salut, parti au pouvoir au Tchad, mobilisé pour les prochaines élections. Le MPS tenait ces 2 et 3 novembre son 8e congrès afin d'élaborer une stratégie en vue des législatives et locales. Et la promotion de la diversité culturelle, c'était l'une des résolutions du dialogue national au Cameroun. Une promotion des cultures qui devrait passer par la mise en place de nouvelles structures étatiques. La CEDEAO s'est montrée ferme en Guinée-Bissau. Une délégation de l'organisation sous-régionale a rencontré ce dimanche les protagonistes de la crise. La CEDEAO qui a réaffirmé son soutien au gouvernement d'Aristide Gomez, démis par un décret présidentiel. En face, le président José Mario Vaz est également resté sur ses positions. Philomène Tine. En vue d'une sortie de crise politique en Guinée-Bissau, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a convoqué un sommet extraordinaire le 8 novembre 2019 au Niger. La Guinée-Bissau compte à ce jour 2 premiers ministres, Aristide Gomez limogé par un décret du président José Mario Vaz et Faustino Fudut Mbali, nommé à son tour par décret présidentiel. À cet effet, la communauté internationale avait affirmé son soutien à Aristide Gomez. Nous avons rencontré le chef de l'État qui nous a donné les raisons pour lesquelles il a eu cette réaction qui tient surtout à des rapports internes entre les deux. Nous lui avions fait comprendre que la légalité doit pouvoir continuer à prévaloir. Il y a un sommet le 8, le chef de l'État sera à Niamey. Les chefs d'État lui donneront la primeur de leur décision finale. La CEDEAO menace de sanctions tout ce qui perturberont le processus électoral, notamment les 12 candidats en lice pour la présidentielle du 24 novembre 2019. Toutefois, le président José Mario Vaz a affirmé devant ses militants que ces récents décrets étaient irréversibles. Si la CEDEAO continue à acculer le président José Mario Vaz, alors cela le radicalisera davantage dans sa position. Il ferait mieux qu'on revoie un tout petit peu le cahier de route à la lumière de ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Pour rappel, la CEDEAO avait accepté que le président Vaz, dont le mandat a expiré, reste en poste jusqu'à la présidentielle. Par conséquent, elle a décidé que c'est le gouvernement d'Aristide Gomez qui devrait mener le pays aux élections. Le 8e congrès du mouvement patriotique du salut a pris fin ce dimanche. Le parti au pouvoir au Tchad devait définir sa stratégie en vue des élections législatives et locales. Il a notamment été question de redynamiser les organes de base de la formation politique. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam, commenté par Nelly Claudebessa. Au Tchad, le mouvement patriotique du salut, parti au pouvoir, a tenu du 2 au 3 novembre 2019 son 8e congrès extraordinaire en N'Djamena, à présence du chef de l'État Idriss Déby Itno. La stratégie à adopter pour les élections législatives et locales qui se précisent et la redynamisation des organes de base du parti ont été les principaux points débattus par les congressistes. Nous venons de sortir d'un congrès qui prouve une fois pour toutes que le MPS est plus que jamais prêt pour aller aux élections législatives et locales. En ce moment, notre parti est disposé à remporter toutes les échéances futures avec nos alliés et il est question de mettre la jeunesse et la femme ou les femmes au centre de cela. Le MPS a les capacités à y représenter sur l'ensemble du territoire national. Donc, c'est sûr que la victoire, c'est pour demain. La restructuration du bureau exécutif du parti, bien qu'inscrit à l'ordre des jours, n'a pas eu lieu faute de consensus. Les congressistes ont donné mandat au chef de l'État, en tant que président fondateur du mouvement, de désigner les futurs dirigeants du parti. Il y a beaucoup de camarades qui peuvent être désarçonnés par certains propos, par certaines manipulations. Le président leur a rappelé le principe qui a guidé le MPS. Il a bien dit que lorsqu'ils ont pris le maquis, ils sont revenus avec 2800 hommes contre 60 000.
Ils ont vaincu les 60 000 hommes parce que simplement, ils étaient unis, ils partageaient tout. Donc si le MPS veut gagner les futures élections à venir, notamment les élections législatives et locales, eh bien, les militants doivent resserrer les rangs, doivent s'unir. Pour rappel, ce tout premier congrès du mouvement patriotique du salut de la 4e République a mobilisé environ 2000 militants du parti venus de toutes les provinces du pays. Le Cameroun, c'est plus de 200 ethnies et autant de langues pratiquées. Une diversité culturelle également enjeu de la cohésion nationale. Lors du grand dialogue, une résolution a d'ailleurs été prise pour promouvoir les différentes cultures du pays. Corinne Comsefem. Unis dans la diversité, c'est avec cette formule qu'on célèbre généralement l'unité nationale au Cameroun. Un pays doté d'un riche patrimoine culturel et linguistique avec environ 200 ethnies. Cependant, les tensions sociales et politiques qui ont secoué le Cameroun ces 3 dernières années laissent entrevoir des fissures au sein de ce melting pot. À cet effet, l'une des résolutions fortes au sortir du grand dialogue national préconise la mise sur pied de nouvelles structures étatiques pour la promotion des cultures, source de richesse. On aurait dû introduire des langues nationales que les jeunes de la maternelle jusqu'à l'université apprendraient et qui deviendraient en ce moment-là des langues régionales. On peut rapidement transformer ce bilinguisme en multilinguisme des langues nationales. Cette résolution vient ainsi se greffer à des dispositions existantes. En 2018, au plus fort de la crise dite anglophone, crise qui oppose des groupes séparatistes au gouvernement camerounais dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, une commission dédiée à la promotion du multiculturalisme a été mise sur pied. Depuis, les premiers résultats de ces travaux restent attendus. Depuis qu'elle est là, elle aurait pu relancer la promotion de nos langues, la promotion de nos cultures, des festivals, des rencontres culturelles, des choses qui seraient de nature à enrichir nos jeunes compatriotes. Les Camerounais doivent aujourd'hui relever le défi d'une véritable cohésion sociale. Si des avancées sont déjà visibles dans le vécu quotidien des citoyens avec les mariages interculturels et les migrations massives, une véritable politique nationale de promotion des cultures comme vecteur des richesses permettra de faire de ces différences de véritables atouts de développement. Au Sénégal, une manifestation organisée ce 2 novembre a réuni des Sénégalais, mais aussi des Guinéens et des Comoriens. Une marche pour protester contre un éventuel 3e mandat du président guinéen Alpha Condé et pour alerter le président sénégalais Macky Sall sur une possible volonté de briguer un nouveau mandat en 2024. Un mouvement initié par la section sénégalaise du Front national de la défense de la Constitution guinéenne, de concert avec des organisations sénégalaises à la star du collectif Y'en a marre. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, nous accueillons Barthélémy Diaz, maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur à Dakar. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Barthélémy Diaz, donc des Sénégalais, des Guinéens qui manifestent ensemble dans les rues de Dakar. Est-ce qu'il y a une convergence des luttes qui est en train de prendre forme ? Parfaitement. C'était une marche pour la dignité africaine. Il est temps de dire stop à cette nouvelle forme de coup d'État. Je rappelle qu'au passage que dans les années 70, les années 80, l'Afrique a traversé cette ère des coups d'État militaires. Et depuis que l'Occident, parce qu'il faut le dire comme tel, parce que nos dirigeants ne respectent pas leur peuple, mais respectent plus ou moins l'Occident, depuis que l'Occident a eu à décidé de ne plus reconnaître de gouvernement issu de coups d'État militaires, nous assistons à une nouvelle forme de coups d'État. Cette fois-ci, ce sont des coups d'État constitutionnels, où on s'amuse à tripatouiller la Constitution au prix même de mort pour briguer de façon anticonstitutionnelle, de façon antidémocratique, un 3e mandat. Alors aujourd'hui, le problème qui se pose en Guinée, qu'il soit dit, entendu et définitivement retenu que ce n'est pas le problème des Guinéens, mais le problème de tous les Africains. Et ce sera aussi valable pour la Côte d'Ivoire. Si le président Ouattara, qui a récemment condamné le président Gbagbo à 20 ans de prison, lequel président Gbagbo a été blanchi par la justice internationale. On va essayer de revenir sur le Sénégal, parce que vous militez ardemment contre un éventuel 3e mandat du président Macky Sall. Or, déjà, le chef de l'État n'a pas encore annoncé s'il se représentait ou pas.
et surtout il n'est qu'au début de son second mandat qui date le début de février 2019. Quel sens a votre démarche aujourd'hui en 2019? La présidentielle n'est qu'en 2024. Oui, mais l'homme d'État pense à la prochaine génération. Mais l'homme de détail pense à la prochaine élection. Et en tant qu'un homme de détail, il est en train de poser des actes allant dans ce sens. Je voudrais vous rappeler... Quels sont ces actes? Mais récemment, il a limogé aussi bien un ministre conseiller dans son cabinet qui a eu le courage et l'honnêteté intellectuelle de dire que le président Macky Sall ne devrait pas briguer un troisième mandat. Il a aussi eu à limoger le directeur des Sénégalais de l'extérieur qui a eu aussi l'honnêteté intellectuelle et le courage de dire que le président Macky Sall ne doit pas penser à briguer un troisième mandat. Mais c'est vous qui dites que c'est ce qu'ils ont dit qui a provoqué leur limogeage. Il n'a jamais été dit cela. Non, mais c'est pas. Je pense que nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des acteurs politiques. Nous observons la scène politique et les actes qui sont posés par M. Macky Sall militent, je le répète une fois de plus, militent dans le sens de vouloir briguer un troisième mandat. Qu'il le brigue ou pas, là n'est pas la question. Qu'il soit dit, entendu et définitivement retenu que M. Macky Sall n'a pas le droit de briguer un troisième mandat. Alors qu'attendez-vous du président sénégalais qui se prononce dès aujourd'hui, là, en 2019, qui déclare qu'il n'est pas candidat en 2024 ? Mais je voudrais vous rappeler que récemment au Niger, des jeunes appartenant à la mouvance du président Issoufou ont invité le président Issoufou à briguer un troisième mandat. C'est eux qui se sont retrouvés en prison. Et je pense que le président Issoufou a dit clairement qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui au président sénégalais de clore le débat? La vérité, c'est que aujourd'hui, il est malheureusement en train de travailler à vouloir inculquer dans le subconscient des Sénégalais la possibilité de briguer un troisième mandat. C'est inadmissible. Alors, vous êtes de passage en France. Vous avez rencontré des personnalités politiques et de la société civile. Qu'est-ce que vous êtes venu leur dire? J'ai rencontré des leaders africains, des leaders d'opinion, des hommes de la société civile, des hommes politiques. Et nous avons retenu de mettre en place une grande plateforme qui va lutter contre le troisième mandat sur le continent africain et qui aura pour objectif de pouvoir recueillir, en s'appuyant sur les réseaux sociaux particulièrement, et en général sur Internet, avec des visites de proximité, 10 millions de signatures. 10 millions de signatures qui seront adressées à l'Union européenne, à l'Assemblée nationale française, à l'Élysée, et je répète bien à l'Élysée, parce que l'Élysée ne peut pas être étranger à ce qui se passe sur le continent africain, et bien sûr au Congrès américain, à la Maison-Blanche, pour leur demander, à l'image de la posture qu'ils ont eue il y a quelques années de cela, en disant qu'ils ne reconnaîtraient plus de gouvernement issu du coup d'État militaire, qu'ils disent aussi qu'ils ne reconnaîtraient plus maintenant, à partir de maintenant, des gouvernements issus de tripatouillage constitutionnel et surtout pas de gouvernement issu d'un troisième mandat. Barthélémy Diaz, vous êtes le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur à Dakar. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et dans l'actualité également, 500 000 ménages pouvaient être alimentés par l'énergie solaire au Togo. C'est ce qui ressort d'une étude sur le marché photovoltaïque dans le pays. Étude qui doit servir de support au programme régional d'électrification hors réseau. Victoria Selchi. Le Togo vise d'ici 2030 un taux d'électrification de 100% et doit pour y arriver miser sur la diversification des sources énergétiques. L'extension du réseau de distribution a permis de passer d'un taux de 23% en 2010 à 38% en 2017. Selon une étude du gouvernement, le développement du renouvelable promet 200 MW d'électricité supplémentaire d'ici 2022. Le Togo a déverrouillé tout ce qui pouvait bloquer désormais la production de l'énergie électrique. Et depuis, on a constaté véritablement que le pays est en train donc de se battre pour son autosuffisance énergétique. Pour accompagner l'exécutif dans sa dynamique, la Banque mondiale a lancé en avril 2019 le ROGEP, projet régional d'électrification hors réseau, implémenté dans 19 pays, dont ceux de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À en croire la coordination du projet, le Togo dégage un potentiel en couverture solaire autonome de 500 000 ménages. Le rapport du Togo étant prêt, nous souhaitons qu'il y ait des observations de tout le monde et que nous le validions pour avoir une idée précise de tout ce qu'il y a comme potentialité en matière de l'off-grid. Le ROGEP accompagne le programme CISO qui signifie éclairer, une initiative d'électrification rurale par kit solaire lancée en décembre 2017 par l'exécutif. Elle vise à faciliter l'accès à l'électricité à plus de 2 millions de Togolais à l'horizon 2022.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.